Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Agnès Martin-Lugan. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la librairie Martel pour la deuxième fois. Je viens de l'apprendre. Vous avez publié 11 romans traduits dans 35 langues et avez vendu plus de 5 millions d'exemplaires. Ce soir, nous avons le plaisir de vous découvrir avec votre 12e ouvrage, Les Renaissances, paru aux éditions Michel Lafon le 20 février dernier. Tout d'abord, nous voudrions savoir comment ce livre est né dans votre esprit. Alors, les Renaissances, tout a démarré par une question que je me pose, avec qui j'ai envie de passer du temps dans ma tête. Et c'est le personnage de Lino qui est arrivé en premier. Alors, c'était pas vraiment Lino, mais on va dire que c'était des contours. Un homme profondément abîmé, avec, j'ai tout de suite compris une histoire d'amour compliquée et qu'il l'avait, on va dire, mis en pause dans sa vie. Pendant plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, j'ai tourné autour de cet homme. Et cet homme avait beaucoup de mal à se dévoiler et à m'en dire plus. Mais je sentais qu'il avait besoin de raconter son histoire. Mais je me suis dit, à première vue, c'est pas moi qui veux la raconter. Mais voilà, à qui peut-il raconter son histoire? Et pendant la tournée pour l'Homme des Mille Détours, une nuit à l'hôtel, entre deux dédicaces, où je ne dormais pas, comme ça m'arrive souvent, le personnage de Rebecca est arrivé. Et ça a été le premier aïe pour moi dans l'écriture de ce roman, parce que Rebecca est romancière, et je m'étais toujours promis de ne jamais écrire sur une romancière, pour éviter ce jeu de miroir entre elle et moi. Mais bon, quitte à y aller, je suis allée encore plus loin, puisque Rebecca est une ancienne psychologue, ce que je suis moi aussi. Voilà, en gros, c'est voilà, ce que je viens de vous raconter, c'est vraiment l'origine du roman. Justement, on va parler de Rebecca, qui est une autrice et qui est victime au début du roman du syndrome de la page blanche. Elle va rencontrer Lino, qui va justement débloquer certaines choses chez elle. Et je souhaitais savoir si vous, en tant que romancière, parce que ce jeu de miroir me permet de poser des questions à la romancière que vous êtes, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Alors, pas au point de Rebecca, évidemment, parce que Rebecca, ça fait plus de 2 ans qu'elle n'a pas réussi à écrire un mot. Moi, je dirais que finalement, à chaque écriture de roman, il y a des jours, des pages blanches, voire des semaines de pages blanches. L'écriture n'est pas du tout un fleuve tranquille. Après, ce qui est arrivé à Rebecca, ces 2 ans où elle n'a pas réussi à écrire, enfin, elle avait vraiment totalement perdu l'écriture. Moi, je peux dire aujourd'hui que c'est quelque chose que j'ai frôlé. À la différence de Rebecca, c'est que j'ai entendu le signal d'alerte qui, à un moment, m'a fait dire attention, prends soin de ton écriture, prends soin de toi, n'oublie pas de te nourrir et de vivre à côté. D'où mon changement de rythme depuis 2 ans, où je n'écris plus un roman par an, mais que c'est tous les 18 mois maintenant. Alors ça peut paraître anodin, 6 mois, mais en fait 6 mois c'est énorme. Et j'ai réaccordé une valeur au temps dans l'écriture et à la réflexion aussi. Et voilà, moi, quand j'ai entendu le signal d'alerte, il était hors de question pour moi de rentrer dans une surconsommation de l'écriture et d'écrire pour écrire. Parce que sinon, ce que j'aime au plus profond de moi, ce qui anime ma vie, je l'aurais perdu en réalité. Il y a un autre personnage que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est la ville de Venise. En quoi la Sérénissime vous a-t-elle inspiré? Alors, c'était pas, quand tous les premiers mois où j'ai réfléchi aux Renaissances, qui ne s'appelaient pas du tout les Renaissances, qui n'avaient pas de titre, j'avais pas forcément de lieu. Et puis, je suis partie en vacances à Venise avec mon mari et mes fils en plein hiver. Véritablement sans aucune arrière-pensée. Je me suis pas dit, je vais à Venise et puis ça va me servir entre guillemets de terrain de jeu pour un roman, que ce soit celui que je pensais bientôt écrire ou un autre. Et j'ai été littéralement envoûtée et happée par Venise, avec tout le mystère que cette ville dégage, avec ses coutumes, ses arts particuliers. Voilà, je rentre de vacances, je continue à réfléchir au roman, et puis je pense à un moment particulier dans la vie de Lino.
Ça, je le savais, au moins, à ce moment-là. Et je me dis, ah, mais si cet événement se passait à Venise, ça serait encore plus fort. Ça décuplerait encore plus le côté extraordinaire, romanesque de ce qu'il a vécu. Et ça va encore plus l'enfermer dans cette histoire où, du coup, il s'est totalement perdu. C'est compliqué de ne pas dire les choses. Et ce passage, voilà, je l'écris. Et quand je pose le point final à ce chapitre, je me dis, mais en fait, il y a beaucoup plus de choses derrière Venise. Et à ce moment-là, je comprends que Venise va jouer quasiment le rôle d'un personnage secondaire et que, justement, tout ce qui se dégage dans cette ville va faire sens au fur et à mesure du roman, et particulièrement dans la vie de Lino. C'est également un livre sur la création littéraire. D'ailleurs, Rebecca dit, page 234, « Je me glissais à sa place, m'oubliant pour être elle. Je ne devais plus penser à ce que je ressentais en tant que Rebecca, qui apprenait chaque jour un peu plus à connaître Lino, aujourd'hui qui n'était pas celui de Constance, qui est un autre personnage que vous découvrirez. Et je voulais savoir si vous aussi, vous deveniez vos personnages. » Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si... plutôt, tant que je sens que je ne vais pas pouvoir ressentir et vivre comme eux, c'est que je ne suis pas encore prête à écrire. Et une fois que je sens que je vais pouvoir arriver à ce stade-là, c'est parti. Et pendant l'écriture, je ressens véritablement ce qu'ils ressentent. Donc, je pleure, je ris, je me rends malade, je tombe amoureuse, je suis en colère. À chaque fois, j'y laisse des plumes, mais c'est pour la bonne cause. Mais j'ai véritablement besoin de ressentir ça, de m'oublier totalement au profit de mes personnages. J'ai pas mal de passages à lire parce que franchement, vous m'avez beaucoup inspirée. Encore Rebecca, l'écriture me permettait de briser mes silences. J'avais toujours été plus douée avec les mots écrits que parlés. Quelle est la puissance, selon vous, des mots couchés sur le papier? Ils existent. Ils sont moins éphémères. Ils restent. Enfin, oui. Quand on dit c'est écrit sur le papier, c'est écrit sur le papier. Et on aura beau essayer, ça s'effacera jamais. Ne serait-ce qu'avec un crayon, un papier, on efface et on voit encore ce qui a été écrit derrière. Pour moi, ça devient très concret, très réel quand on écrit des mots, quand cette trace finalement qui reste, à mon sens, est beaucoup plus forte que la parole. Et alors, on a besoin d'entendre les choses, mais parfois, ne serait-ce que des mots d'amour, on a besoin parfois de les voir écrits et ça devient beaucoup plus fort une fois qu'on les a vus écrits. Vous nous faites un autre très beau cadeau dans cet ouvrage, c'est qu'il y a un livre dans le livre, vous le découvrirez si vous n'avez pas encore lu, c'est celui de Rebecca, on a quelques chapitres. Comment vous avez réussi à apprivoiser une voix qui n'est pas la vôtre? Alors ça a été un autre aïe, je vous parlais des aïe tout à l'heure, voilà, j'ai bien compris que je ne pourrais pas lutter contre Rebecca et que je savais qu'elle allait se remettre à écrire. Je me suis dit, bah, t'es bien mignonne, mais si tu racontes l'histoire d'une romancière qui va se remettre à écrire, bah, il va bien falloir écrire ce qu'elle écrit. Puisque ça allait devenir vraiment quelque chose d'extrêmement fort et de particulier dans le roman. Mais je me suis dit, oui, mais en fait, Rebecca n'est pas moi, je ne suis pas Rebecca, donc on ne peut pas écrire pareil. Alors comment je fais pour écrire comme quelqu'un d'autre? Voilà, c'était toute la schizophrénie que j'ai pu vivre avec elle. Alors, entre guillemets, la chance a voulu que le premier chapitre que Rebecca écrit, il n'arrive pas au début de mon roman à moi, il arrive un peu plus tard. Donc en fait, j'avais passé plusieurs mois déjà avec Rebecca, donc on s'était apprivoisés, j'avais appris à la connaître, j'avais traversé aussi avec elle tous ces moments de doute. Donc quand il a fallu démarrer ce fameux premier chapitre, il y a eu quelque chose de très instinctif dans la manière dont elle écrivait. Et en fait, le chapitre, il est sorti. Et à la fin du chapitre, je me suis dit, ben non, en fait, on n'écrit vraiment pas pareil. Alors après, je pense que Rebecca, elle était cachée à l'intérieur de moi depuis quand même un certain nombre de temps. Et ça a été un moment très fort pour moi à la fin du roman, de me dire que Rebecca, elle ne partirait plus. C'est qu'en fait, il y avait quelque chose de l'ordre du quatre mains qui s'était créé entre elle et moi, et que la manière dont écrit Rebecca, oui, je l'avais effectivement
à l'intérieur de moi et qu'elle allait certainement ressortir à d'autres, plus tard, à l'avenir. Alors, avant de lire Les Renaissances, j'ai lu votre premier roman, parce que j'aime bien lire les premiers romans, donc Les gens heureux lisent et boivent du café, qui est paru aux éditions Michel Lafon en 2013. Et j'ai trouvé que votre écriture entre les deux romans avait pris en chair et en caractère, et je voulais savoir comment vous aviez vous évolué en tant qu'autrice. Alors, c'est à chaque roman, en fait, moi, ce qui m'anime, c'est d'aller plus loin et et puis d'apprendre en fait aussi à me découvrir en tant que romancière de roman en roman et de pousser encore plus loin le curseur des émotions et de ce que je vis et de jamais finalement refaire la même chose. Et moi, ça m'arrive régulièrement de lire mes romans quand mes personnages me manquent et je regarde avec beaucoup de tendresse aussi mes premiers romans. Je vois la différence dans l'écriture qui a évolué, mais comme moi, en tant que femme aussi, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai vécu des grands bonheurs, des malheurs, et finalement tout ça aussi nourrit l'écriture, et de me dire, je devrais écrire aujourd'hui Les gens heureux, les épreuves du café, je les réécrirais pas pareil, ça serait peut-être la même histoire, mais ça serait pas du tout écrit pareil, et en même temps j'aurais été strictement incapable d'écrire Les Renaissances il y a quelques années. et je crois que finalement, chaque étape aussi, pour moi, l'écriture, c'est une quête perpétuelle, c'est-à-dire que une écriture ne fait pas l'autre. Quand j'ai écrit La déraison, c'était une écriture totalement différente de ce que j'avais pu faire par le passé, et j'avais le sentiment d'être moi et de m'être retrouvée en écrivant La déraison, et puis après j'ai écrit L'homme des mille détours, qui n'a rien à voir avec La déraison en termes d'écriture. Voilà, c'est une évolution, c'est une recherche, pas toujours consciente. C'est souvent à la fin, quand on pose le point final, qu'on se dit « Ah oui, c'était ça, en fait, que je cherchais à travers le roman. » Et finalement, je crois aussi que chaque roman prépare le suivant. Et Les Renaissances, ce roman, c'est peut-être la somme des 11 premiers. En fait, chacun m'a fait évoluer, m'a fait franchir des caps dans l'écriture et dans la manière aussi où, passez-moi l'expression, je mets mes tripes sur la table. Chacun m'a permis de lever certains voiles sur qui je suis en tant que femme et en tant que romancière. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez une formation de psychologue, Ouais. Et je voulais savoir en quoi et si ça vous aidait à mieux décrire, cerner la psychologie de vos personnages. Alors, ça fait partie de moi. Je ne peux pas dire que mon expérience professionnelle en tant que telle a une influence dans mon écriture parce que je n'ai travaillé qu'avec les petits-enfants placés, puisque j'ai exercé le plus longtemps en pouponnière. Mais c'est la somme de tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes études et toutes mes lectures qui m'ont nourri aussi pendant l'exercice de mon premier métier. Et c'est mon appétence pour essayer de comprendre et de charcuter, d'aller gratter et de trouver la faille des mécanismes de défense. En fait, moi, c'est ce qui m'intéresse dans le rapport que j'entretiens avec mes personnages. Alors, pour autant, je le dis bien, je ne suis pas la psy de mes personnages. C'est plutôt l'inverse. Ce sont eux mes psys. Mais en fait, je ne peux pas me refaire. C'est-à-dire que oui, tout ce que j'ai pu apprendre, comprendre, que ce soit dans mes études ou dans ma pratique, ça fait partie de ma manière dont j'observe aussi mes personnages, dont je ressens ce qu'ils ressentent et le regard que je porte sur les différentes thématiques que j'aborde. J'ai un nouveau passage pour vous de Giorgio, qui est un autre personnage que vous découvrirez, que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, à un moment, il dit à Lino, soit tu crèves de chagrin, soit tu transformes ton talent en art. Consacre ta vie à réparer la beauté abîmée. Les arts comme médecine des maux du monde, des maux de l'humanité. Oui, forcément. Si je dois revenir à Lino, parce que Lino est restaurateur de mobilier d'art ancien, d'où répare la beauté abîmée. Le rapport charnel aussi à l'art, toute la sensualité, la sensorialité, et en fait Lino, son métier, son rapport justement à cette beauté
du bois, des meubles, et à l'histoire de l'art, c'est quelque chose qui lui a permis de tenir pendant plus de 20 ans, pour ne pas dire toute sa vie. Et voilà, parfois, quand on rencontre une œuvre d'art, elle peut nous permettre de nous effondrer, mais dans le bon sens du terme. Voilà, enfin, moi, ça m'est arrivé de me mettre à pleurer devant un tableau ou une sculpture. Et du coup, pour moi, l'art nous permet de lâcher certaines émotions. On a encore une pensée de Rebecca qui est intéressante, page 346. Mon être, mon corps, mon âme étaient au service de l'écriture, sans réserve, sans calcul. Je n'étais plus moi, j'étais la narratrice de cette histoire, peu importe ma vie, peu importe mes troubles. Rien ne comptait plus que ce que j'écrivais. Cette fin qui n'appartenait qu'à moi acheva de me sentir à nouveau et intégralement romancière. L'écrivain est-il le seul maître à bord? Ah non, c'est le dernier. Enfin, pour moi en tout cas. C'est pas moi qui décide. Ce sont mes personnages. Faut savoir que ça fait quand même un certain nombre de romans. Quand je commence à écrire, je ne connais pas la fin. Donc je suis prise par la main par mes personnages qui acceptent de se dévoiler au fur et à mesure. Parfois, ils mettent très très longtemps à le faire. Et puis voilà, ça se forme, ça se construit d'une manière naturelle, spontanée, mais comme en fait dans la vraie vie. On ne sait pas quand on rencontre des gens ce qui va se passer le lendemain, le surlendemain ou 6 mois plus tard. Moi, c'est exactement ce que je vis avec mes personnages. Alors après, voilà, je suis capable de dire que j'étais pas forcément prête à accepter certaines choses au tout début. Oui, il y a des tas de choses, j'aurais su que je devrais écrire tel ou tel passage dans les Renaissances ou dans d'autres romans, j'y serais pas allée, tout simplement. Non, je serais incapable d'écrire ça. Et en fait, c'est le cheminement, en fait, de se dire, si ça doit se terminer de cette manière-là, il doit se passer telle chose. Et j'ai plutôt, moi, le sentiment d'être le pantin entre les mains de mes personnages. Et c'est cet inconnu et ce vertige, moi, que je cherche à chaque fois que je me relance dans un roman. Donc c'est eux qui mènent la danse. En parlant de danse, on va parler musique. Oui. Parce qu'à la fin de vos ouvrages, il y a toujours une playlist. Alors moi, j'aime beaucoup lire en musique, mais je ne peux pas lire, je ne peux pas lire en écoutant de la musique où il y a des paroles. Je comprends. Vous comprenez? Oui. Donc racontez-nous l'écriture en musique. En fait, s'il n'y a pas de musique, je n'écris pas. Ça fait véritablement partie de mon processus créatif. La playlist, elle n'est pas là à la fin des romans juste pour faire joli. C'est pas un gadget. C'est que pour moi, c'est un prolongement de mon roman et de mon écriture. Donc, chaque scène a son morceau qui lui est dédié. Donc, avant d'écrire une scène, je cherche le morceau qui va m'accompagner. Donc, ça peut prendre des heures, des jours. Mon caractère s'en ressent. Parce que j'ai une idée de ce que je m'apprête à écrire, mais du coup, il faut qu'il y ait une alchimie qui se crée avec ce que je vais ressentir du morceau de musique. Et quand je le sens, je sais que ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce que justement je projetais d'écrire. Donc, tant que je n'ai pas une fois que je trouve le morceau, je l'écoute en boucle tant que la scène n'est pas terminée. Et quand je retravaille mon roman de A à Z, je repars du début de la playlist et jusqu'au bout. Et quand des années plus tard, je relis un de mes anciens romans, je le fais avec la playlist. Et pourtant, je suis une lectrice, moi, en silence. Je suis incapable de lire un roman d'un autre auteur, d'autres romancières avec de la musique. En revanche, je ne peux pas écrire sans. C'est pour moi véritablement c'est ce qui ça fait partie au-delà de mon écriture, c'est ce qui m'inspire. C'est-à-dire que quand je repars de cette question avec qui j'ai envie de passer du temps dans ma tête et que je cogite comme ça pendant un certain nombre de temps, je marche avec de la musique dans les oreilles et je sais qu'il va se passer plein de choses à l'intérieur. Il s'en passe des choses dans votre tête. Oui, on est très nombreux. J'ai encore quelques questions pour Agnès Martin-Lugan. Exceptionnellement, ce soir, on ne prendra pas de questions du public parce que vous êtes très nombreuses et je vous en remercie. Mais comme ça, vous pourrez passer un petit moment avec elle lors de la séance de dédicace. Quel est votre livre de chevet actuellement? Écoutez les eaux vives d'Emmanuel Favier. Notez. Et votre morceau de musique? Il y en a plusieurs.
Non, je réécoute beaucoup certains morceaux de Janis Joplin en ce moment. Et enfin, que dirait la nièce de 13 ans à la nièce d'aujourd'hui et vice-versa? Quand j'avais 13 ans? Oui. Oh là. Elle me dirait... Oula. C'est rigolo de se faire charcuterie par une bref. Elle me dirait... Ben, on n'y aurait pas cru. Voilà. Et vous lui dites quoi? Sans tes fragilités, j'y serais pas arrivée. Merci beaucoup Agnès. Merci infiniment pour cet échange. Nous allons pouvoir passer à la séance de dédicace. Comme d'habitude, on va faire rangée par rangée, ce qui vous permet de patienter tranquillement assis. Ensuite, on passera aux personnes debout. Merci à toutes et à tous. Excellente soirée.